Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver et de retrouver une fois de plus deux auteurs d'Au Diable Vauvert, des éditions Au Diable Vauvert, que sont donc Thomas Gunzing et Isabelle Wéry. On est ravis parce que la littérature belge en France est malheureusement trop peu présente et on est ravis que ça permette, que les éditions Au Diable Vauvert permettent de vous mettre en avant et de continuer à faire parler cette littérature belge, dont on parlera aussi peut-être un petit peu tout à l'heure, pour savoir s'il y a des points communs, des ponts entre les auteurs belges. Est-ce qu'il y a une littérature belge ou non? Vous allez nous répondre peut-être tout à l'heure, mais avant cela, Marion Mazory. Marion, je suis ravi de te retrouver. J'aimerais que tu nous parles de ces deux auteurs qu'on connaît bien. Thomas Gunzing, parce qu'on l'a déjà reçu une première fois pour Feel Good, et ça avait été une très belle rencontre une fois de plus. Et Isabelle, qui fait donc son entrée au catalogue. Est-ce que tu peux nous raconter s'il y a une histoire cachée pour ces deux auteurs et tout, notamment peut-être pour ces deux manuscrits, pour ces deux livres que tu édites pour la rentrée littéraire? C'est une question. Alors, est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Parce que j'ai un haut-parleur qui ne fonctionne pas très bien. C'est bon, c'est bon. Alors, oui, il y a un peu une histoire cachée finalement entre la Camargue et la Belgique, mais que j'ai pas vue au début, et puis qui s'est construite en 23 ans. C'est qu'en fait, il y a une communauté belge, une petite communauté belge à Nîmes, avec des amis lecteurs qui sont des fans de Thomas qui sont arrivés au fur et à mesure de ces 23 ans, dont certains membres de l'association qu'on a créée en même temps au Diable et qui travaillent pour la lecture un peu dans tous les univers. Et, et en fait, cette familiarité, je me dis que ça correspond à une petite histoire secrète qui est sans doute celle de la décentralisation, en fait, qui est sans doute celle de régions, de contrées riches en culture et en patrimoine littéraire, et qui sont très décentralisées par rapport à ce qu'est la France et la francophonie, c'est-à-dire autour de Paris. Et quelque part, il y a des sociabilités qui se retrouvent dans les deux, puis un goût de la fête et un goût de l'humour, d'une certaine joie, même si elle est ironique, même si elle est lucide en même temps. Enfin, un sens de la fête et on va dire de l'apéro, hein, tout simplement, mais aussi du partage. Vous voyez, il y a une manière conviviale de manger. Bon, je ne vais pas reparler évidemment des frites, hein, mais il y a les gaufres aussi, il y a plein de trucs. Et de se rencontrer pareil, quoi, dans nos deux pays. Ce qui fait que l'histoire avec la Belgique, en fait, elle a commencé, et moi en tout cas, elle a commencé il y a pas mal de temps, par la littérature, hein, bien sûr. J'aime bien la littérature belge, donc on va en parler aussi, mais aussi parce que, par exemple, Ayerdal s'est installé à Bruxelles il y a déjà plus de... Enfin, il est mort hein, maintenant, mais quand je parle de lui au présent, parce qu'on continue en fait toujours à travailler sur ses livres, il est toujours là. Et donc, il s'est installé à Bruxelles et il s'est marié avec Sarah Doc il y a à peu près 15 ans, ou, ouais, à peu près 15 ans. Et, et quelque part, ça a emmené le diable à... On a beaucoup travaillé avec la Belgique, ça a créé des liens. Et c'est là que j'ai pu mesurer à quel point il y avait des choses communes, quoi, dans cette espèce d'esprit d'irrévérence, d'esprit. Et je pense que c'est lié à ça, enfin, je ne sais pas pour la Belgique, mais en tout cas pour nous, c'est forcément une histoire de décentralisation. On n'est pas tout à fait pareil, tout à fait dans le moule, quoi. De... Et alors, ça me permet de parler de la littérature belge. Bah, c'est vrai que par rapport à la littérature française, je trouve qu'il y a quelque chose en Belgique qui est peut-être une certaine auto-ironie ou une certaine façon de pas se faire d'illusions, de pas se prendre, contrairement aux Français, pour des super-héros, mais au contraire d'être plus du côté des anti-héros, de la vie quotidienne. Il y a une forme de... Il y a un rapport au fantastique qui est complètement ouvert chez tout le monde, alors qu'en France, on sait que tout ça, c'est très segmenté. Il y a un rapport aussi à l'oralité, à la langue de la vie, quoi, qui est très nette. Et de ce point de vue-là, bah, Isabelle, elle vient du théâtre et c'est d'abord une voix. Et Thomas, on sait très bien, il suffit de l'entendre, tout à l'heure on l'entendra lire ses textes, il y a une grande musique et tous les deux font de la scène. Donc il y a des choses dans la littérature belge qui sont très fortes chez tout le monde. Il y a beaucoup d'écrivains du réel qui font des petites descriptions du réel. Il y a beaucoup d'écrivains qui travaillent aussi de façon très transversale dans
les genres avec des écritures pour la scène, des écritures pour le théâtre, des micro-fictions. Je trouve qu'il y a aussi une plus grande liberté de forme. Du coup, dès le début, le diable, forcément, il a été attentif à tout ça parce que c'est un peu son ADN littéraire. Et Thomas, il est arrivé dans le catalogue dès la création, comme un auteur, et puis on le voit de jour en jour, et encore plus avec Rocky, totalement emblématique de ce qu'on aime, c'est-à-dire une littérature qui se déploie pas dans des carcans, ou dans des genres, ou dans des... Parce que lui, il fait vraiment, dans son grand chaudron littéraire, il mélange tout, tout en restant très centré sur les autres, sur les gens, mais on sait bien que son imaginaire, il est pas, il est sans frontières, quoi. Et puis, donc Thomas, il est quand même central dans notre catalogue avec Nicolas Ress, quand même l'auteur le français le plus important du catalogue à ce jour, hein, en nombre de titres, en vente, etc. Et forcément, ça irrigue un, un, une attention, en tout cas forcément éditoriale, à ce qui se passe en Belgique. Et d'ailleurs, c'est par Thomas que j'ai rencontré Isabelle, que j'ai d'abord connue sur scène. Et donc, c'est d'abord une voix, une présence, un univers. Là aussi, pour ceux qui ont lu Rouge Western, ils me comprennent très bien, qui est totalement en liberté par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude de lire. Et Isabelle, ça fait longtemps ça fait maintenant 3 livres, enfin un paquet d'années qu'on se connaît, que je la lis, qu'on s'apprécie, qu'on se tourne autour, et qu'il fallait conclure, on avait envie, et ça a été sur ce texte Rouge Western qui était, qu'on a trouvé formidable, hein, et qui rassemble toutes ces qualités dont j'ai parlé. Donc, et ce qui est vrai, c'est que du coup, 23 ans après la création de la maison, alors c'est une rentrée en plus où il n'y a jamais eu autant d'écrivains belges dans la rentrée littéraire. On voit bien que déjà la force de la littérature belge en France en ce moment, elle est nette, hein, avec des textes qui sont très différents, qui sont originaux, qui sont justement pas conventionnels. Donc ça se voit dans cette rentrée, et que Le Diable ait 2 titres pile dans cette rentrée, c'est aussi un signe. On n'était pas. Je pense que c'est une tendance qui va monter parce qu'on a besoin d'auteurs originaux, quoi. Voilà, est-ce que est-ce qu'il y a une littérature belge? Je pense que c'est quand même les écrivains belges qui vont nous le dire, à part ça. Alors, Thomas et Isabelle, dites-nous s'il existe une littérature belge. Est-ce qu'il y a des points d'ancrage en ce sens? Est-ce que vous vous sentez proche des autres auteurs belges? Ça peut être intéressant aussi de comprendre quels sont vos fondements littéraires. Lisa, tu veux y aller? Ou j'y vais? Mais je sais pas Vas-y, si. si tu veux. Vas-y, vas-y. Oui, oui. T'es sûr? Parce que peut-être qu'on dira pas. Bon, ok, d'accord. Oui. Euh, J'y vais, j'y vais. Alors, c'est vraiment une question qui est toujours une question compliquée. Est-ce qu'il y a une littérature belge? Je pense que j'en sais rien, en fait. Voilà. J'aimerais pouvoir développer des tas de théories intelligentes et avoir des réponses extrêmement précises là-dessus. Euh, je suis juste distrait parce qu'il y a mon fils qui mange juste en face de moi, dans la mesure où j'ai le seul endroit où il y a le réseau Wi-Fi, c'est juste là. Alors, il mange son petit riz en regardant son iPad. Alors, est-ce qu'il y a littérature belge? Je sais pas. Je pense peut-être qu'il y a un positionnement par rapport à la littérature qui est peut-être particulier, et encore, j'apporterai des nuances, je suis même pas certain. Quand je dis un positionnement, c'est-à-dire que ben, forcément, on n'est pas à Paris. Et on n'est même pas en France, donc on est finalement assez préservé peut-être de toute, enfin, plus ou moins, de toute cette pression liée au Grand Prix, liée à tout un milieu qui peut-être avoir un effet de normalisation sur la production. Peut-être qu'inconsciemment aussi, on n'a pas l'impression d'appartenir à cette grande généalogie de la littérature francophone, et qu'on a peut-être que je m'avance, hein, mais peut-être plus l'impression de faire partie d'une littérature mondiale, au-delà des frontières, au-delà des genres, et puis qu'on est content quand on écrit. Cela dit, ça a longtemps été un peu une honte d'être auteur belge. On voit il y a quelques dizaines d'années, on disait peu auteur belge.
On disait, dans les biographies d'auteurs, on disait machin ou machine né à Bruxelles, c'était le mieux, mais on disait pas auteur ou autrice belge. Et souvent, les noms des villes étaient remplacés par des noms de villes françaises ou alors juste par une lettre, parce que ça faisait pas bon genre. Et puis quand tu as dit est-ce qu'il y a des points communs entre tous les auteurs belges, bah, je pense que le point commun, c'est qu'on est tous très très différents en fait, c'est qu'il n'y a pas de point commun. Mm. Il y a des auteurs qui sont plutôt vraiment des auteurs du réel, assez classiques, et des auteurs qui vont être proches de la poésie, des auteurs qui vont aller près du fantastique. Peut-être que le point commun, c'est que en gros, on s'aime plutôt tous bien entre nous. C'est un petit écosystème. Bon, il y a forcément des sympathies, des antipathies, il y a des gens qui nous énervent forcément, mais ils sont rares en fait. On est toujours plutôt content de se retrouver dans les salons à gauche, à droite, de voir un tel ou un tel. Et puis, ouais, même si quelquefois on rage, je pense que fondamentalement, on est tous plutôt, plus ou moins bienveillants. On aime bien se retrouver. Voilà. Peut-être qu'il y a de la bienveillance. Voilà. À toi, Isa. Ah, ben, je dirais aussi que on est des auteurs et des autrices avec des styles tellement différents en Belgique, mais donc c'est difficile de trouver une espèce de point commun global, mais quand même, il y a un rapport, je dirais, à la langue, parce qu'on parle belge chez nous. Comme au Québec, on parle québécois avec une langue, avec sa culture, ses références, ses images, et c'est certain voilà, que ce qu'il y a une littérature belge dans ce sens. C'est le rapport à la langue et aux expressions et aux références. Et je dirais aussi peut-être une forme de liberté. Comme disait Thomas, la Belgique, c'est un petit pays tout récent, en fait. On n'a pas une culture comme en France, un bagage lourd, comme en Angleterre, comme en Allemagne, où on est écrasé par Shakespeare et par Molière, et que sais-je, et par Goethe. Chez nous, voilà, c'est une espèce de terrain vague, un peu neuf, comme ça, ou un pays avec des frontières aussi qui côtoient beaucoup de pays. Donc ça, ça facilite l'ouverture à d'autres cultures, d'autres langues. Et j'ai l'impression que ça rejaillit dans nos univers d'auteurs et d'autrices belges. Euh, ouais, j'ajouterais ça. Et je suis d'accord avec Thomas, cet esprit de communautaire, de soutien les uns aux autres, d'attention. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en Belgique, on parle trois langues officielles, et l'allemand et le néerlandais. Donc, on est aussi, ça, nous, les Belges francophones, teintés de ces deux autres cultures, quand même, très fort. Cela dit, ce qui pourrait être intéressant de rajouter, c'est notre positionnement par rapport à la littérature française ou plutôt au monde littéraire français. C'est-à-dire que en Belgique, même si on le dit assez peu, euh, l'auteur belge ou l'autrice belge va toujours avoir tendance à d'abord essayer de publier en France. Parce que d'abord, c'est un plus grand marché, parce que d'abord, on a plus de ventes, forcément, il y a plus de lecteurs, il y a plus de libraires, on est très très peu. Hein, la Belgique francophone, C'est 4 millions d'habitants. 4 millions. voilà, c'est 4 millions, donc par rapport à la France, vous voyez, c'est ridiculement petit, quoi. Et je pense qu'il y a quand même, on a envie d'être validé par la France. Voilà. Être publié par un éditeur français, avoir des critiques dans la presse française, c'est une validation qui reste, consciemment ou pas, très importante pour beaucoup, beaucoup d'auteurs belges. Euh, c'est pas, il y a beaucoup d'éditeurs belges qui sont vraiment formidables, qui font un travail extra, qui sont d'excellents éditeurs. Mais il y a toujours cette espèce de fantasme, d'envie, de désir des auteurs belges, à la fois pour des raisons financières et à la fois pour des raisons symboliques d'être publiés en France. Voilà. Oui, peut-être j'ajouterais une chose aussi qui est assez euh, interpellante en Belgique, c'est que
Par exemple, les professeurs de français ne sont pas tenus d'enseigner les auteurs belges dans leur programme. Donc, être auteur en Belgique, c'est être vachement méconnu par son propre pays. C'est quelque chose qui est vraiment très ambigu. On est gavé de littérature française dès la plutôt tendre enfance, mais les auteurs et les autrices belges, voilà, on ne les apprend pas, on ne les étudie pas, ou très peu. Et c'est un drôle de sentiment, du coup, d'écrire ici, dans ce pays. Oui, d'autant que, et je rajoute encore quelque chose qui est amusant, euh, on, on lit les journaux français, on écoute les stations de radio françaises, on regarde les émissions de télé françaises, on est au courant de la politique française, on est au courant de qui est président, qui est dans quel parti, quelles sont les élections. C'est comme si on était français, mais on n'est pas français du tout. Voilà, c'est comme si il y avait une pièce de théâtre, mais dans laquelle on ne joue pas. On est spectateur d'une pièce dans laquelle on ne joue pas. Donc, on a un rapport très, très étrange, en fait, à la France, qui est un pays qu'on connaît très bien, dont on a l'impression de faire partie, mais en fait, on n'en fait pas partie du tout. Ça, c'est Mmh. ouvert, tu vois, c'est ce que je voulais dire quand je parlais de la décentralisation. À Vauvert, finalement, on est un peu pareil avec Paris. Moi, Mmh. je peux juste, ce que vous dites m'évoque une chose toute simple aussi, c'est que, mais qui est peut-être intéressante à préciser, c'est que comme c'est un petit territoire de 4 millions de lecteurs et que sur le plan Il y a du 4 marché, millions d'habitants. 4 millions Le d'habitants, le nombre de lecteurs, beaucoup moins de ça lecteurs, serait bien qu'on ait 4 millions de lecteurs. c'est beaucoup moins de lecteurs. Ça veut dire qu'en fait, l'organisation éditoriale qui produit l'essentiel de la littérature belge, enfin, c'est-à-dire toute celle qui n'est pas publiée directement par des éditeurs français, c'est une organisation éditoriale de petits éditeurs indépendants. Et du coup, ça a deux conséquences, enfin au moins deux qui m'apparaissent importantes. C'est la première, c'est que ce sont des éditeurs indépendants, donc beaucoup plus curieux, qui fonctionnent sur des petits tirages et donc qui sont tout à fait prêts à publier une part de littérature, on va dire, expérimentale ou assez expérimentale dans les formes, ce que nous prennent très peu en charge les éditeurs français et évidemment pas les gros. Donc c'est une littérature qui est en constante recherche et comme elle est peut-être aussi en recherche d'elle-même, finalement, en écoutant, je me dis ça, du coup c'est une littérature, ça explique aussi son dynamisme parce que ces éditeurs sont ouverts et d'autre part, ils ont des équilibres de petits éditeurs, donc ils sont absolument dans l'incapacité d'aller occuper le marché français. Et donc, bah, ça vient corroborer ce qu'ont dit Thomas et Isabelle. C'est la deuxième conséquence, c'est que voilà, on est spectateur de la pièce de théâtre parce qu'on sait très bien que pour entrer dans le grand théâtre de la littérature francophone jusqu'à ce que j'apprends sur le monde scolaire, eh ben, il faut forcément quitter à un moment donné son éditeur belge. Donc, du point de vue des éditeurs belges, il y a une forme de colonisation un petit peu comme les éditeurs d'Afrique, qui voient tous leurs gros auteurs publiés par des éditeurs français, et du coup, qui n'en sont pas en mesure de développer eux aussi une compétence commerciale, à gros volume, etc. etc. Et alors, c'est vrai qu'on pourrait s'en plaindre, mais d'un autre côté, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que les éditeurs belges, comme disait Thomas, ils sont excellents, ils sont pleins d'audace, ils sont débarrassés de pas mal de contraintes qui encombrent l'édition française de considérations sur est-ce qu'on fait des nouvelles, est-ce qu'on fait de la poésie, est-ce qu'on fait du texte, et même dans les formes. Et du coup, ils sont très, très créatifs, quoi, en fait. Alors, j'aimerais qu'on parle de la genèse de vos romans respectifs et surtout savoir si vos idées primaires, les premières idées, ont été suivies d'une inspiration, ont-elles buté sur une phase d'écriture, sur un style? Je sais que, notamment pour Isabelle, avec Marion, vous avez beaucoup travaillé sur le style. J'ai cru comprendre cela. J'aimerais que vous nous parliez aussi des genèses de vos romans, mais aussi ensuite du travail avec Marion, qui, on le sait, est une véritable éditrice et aime participer évidemment à ce travail-là avec ses auteurs. Je Isabelle, commence? vas-y. Ouais, vas-y.
Alors, les Rouges Western, donc ça se passe dans une région d'Andalousie que j'apprécie particulièrement, où j'ai beaucoup séjourné, que j'ai découverte en faisant une résidence d'écriture là-bas. Et je suis tombée, mais en total amour de ces paysages très particuliers, puisque c'est la région d'Europe où il y a un désert. C'est l'unique désert d'Europe, le désert de Tabernas, qui est un désert où on a tourné des milliers de films depuis les années 60, dont des westerns célèbres de Sergio Leone, etc. Mais plus récemment, des films blockbusters, que ce soit d'Almodovar, de Ridley Scott, de Game of Thrones aussi, par exemple, des séries comme Game of Thrones. Et donc, c'est une région qui est à la fois, c'est anciennement la région d'Espagne la plus pauvre. Et il y a maintenant, même si elle s'est enrichie, il y a des reliquats de ça. Et en même temps, c'est une région hantée par le cinéma. C'est-à-dire que vous vous promenez dans des décors naturels somptueux, grandioses, sauvages, et tout à coup, vous tombez sur un paysage de Laurence d'Arabie ou de Game of Thrones. Et donc, ça donne à cette région un caractère, mais très troublant, et une réalité très troublante, une réalité flottante, je dirais. Et j'avais envie de parler de ces paysages-là. J'avais envie de, 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 de transmettre quelque chose de ça aux lecteurs et aux lectrices. Et d'autre part, je voulais parler du corps des femmes, des abus sexuels, des violences sexuelles. Et je voulais trouver une manière je voulais pas de récit autobiographique, je voulais pas de récit documentaire, ni faire un essai. J'avais envie de trouver une forme fictionnelle, en fait, pour parler de ces sujets-là, une forme fictionnelle qui soit fantastique, un univers un peu de conte fantastique. Et donc, voilà, Rouge Western est parti de ça, puis après, évidemment, à dévier, et une multitude de sujets, de thèmes sont venus étoffer les strates du récit, je dirais. Et c'est un roman que j'ai aussi beaucoup écrit en Chine, parce que j'ai eu l'occasion, en l'espace de 2 ans et demi, d'aller 6 mois en Chine. Et donc, j'ai passé du temps là-bas à écrire sur Rouge Western. Et je l'ai achevé là-bas, d'ailleurs, en tout cas une première mouture. Et donc, il est aussi teinté de cette expérience-là, de la Chine. C'est un mélange espagnolo-chinois, je dirais, Et cet de, univers. Et et de l'opium. il y a un peu d'opium, oui, 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 et du mescal, oui. Et voilà, et donc, mais je dois vous avouer que ce livre, je l'ai écrit en pensant à Marion, parce que j'avais vraiment très envie un jour de travailler avec Marion. Et, et, c'est un livre que j'ai conçu dans sa forme, dans son style, beaucoup plus minimaliste. Parce que mes précédents romans triture la langue très fort. J'ai vraiment écrit des romans assez expérimentaux qui maltraitent la langue ou enfin, l'explosent. Et là, j'ai eu envie d'élaguer tout ça. Et donc, j'ai proposé un manuscrit à Marion qui m'a proposé d'élaguer encore plus. Et là a commencé un travail phénoménal qui m'a vraiment pris des semaines de me rendre compte à quel point je pouvais dire beaucoup avec peu de mots. Et ça a été un travail que j'ai adoré faire, qui m'a un peu perturbée parce que tout à coup, je me suis retrouvée avec une écriture qui était assez différente de ce que je faisais auparavant. Et ça m'a un peu perturbée. Puis voilà, je m'y suis faite et je m'y retrouve dans ce résultat. Et donc, c'était tout un chemin passionnant d'exploration de l'écriture. Je conçois vraiment chaque livre comme une nouvelle expérience, comme un nouveau programme, comme une nouvelle recherche, et une expérience pour moi, mais une nouvelle expérience aussi de surprendre le lecteur et les lectrices par un écrit un peu différent à chaque fois. Et voilà,
Voilà, en Et, gros. et Marion est très importante puisque Thomas lui dédicace même son livre. Merci pour la liberté, la confiance et l'amitié. Donc on voit à quel point tout est aussi lié entre éditeur et auteur. Absolument. Ben, Marion, c'est une histoire, évidemment, une histoire éditoriale de plus de 20 ans. C'est un certain nombre de livres, de recueils de nouvelles et puis de textes de théâtre, de romans, mais c'est aussi fondamentalement une histoire d'amitié, je pense. Je serais pas resté 20 ans au diable si on se détestait avec Marion. Elle m'a toujours suivi. Marion m'a toujours suivi, même quand je venais avec des petits textes de théâtre un peu bizarres, même quand je venais avec des recueils de textes où il y avait à la fois du théâtre, de la nouvelle, presque de la poésie par moments. Marion disait toujours, OK, on y va. OK, on y va, pas de problème. Et quand, voilà. Et je me rends compte à quel point Marion, c'était la conjonction de deux choses. C'était la conjonction fondamentale de la stabilité, c'est-à-dire ça, c'est pas une de ces maisons d'édition où on est face à des éditeurs, à des équipes éditoriales qui changent, qu'on doit décider de suivre ou pas, et c'est chaque fois un déchirement, ou des politiques éditoriales qui changent. Il y a une stabilité qui est, à mon sens, fondamentale, parce que c'est dans la stabilité qu'on peut vraiment creuser, en tout cas dans mon cas, un sillon d'écriture. Euh, et puis c'est de l'amitié, quoi, parce que de nouveau, voilà, ça aurait été quelqu'un avec qui il y a des conflits, avec qui on n'est pas d'accord, avec qui chaque publication, je l'obtiens parce que j'ai argumenté, que j'ai fini par remporter le dessus. Non, ça a toujours été très doux, très gentil, très sympathique, enrichissant, sans heurts. Donc parfait. Moi j'aime bien ça. J'aime bien ce genre d'atmosphère là. Donc voilà. Euh, et puis voilà, pour revenir à ta question sur la genèse de Rocky, bah, ça s'est passé, en tout cas avec Marion, comme pour tous les autres, c'est-à-dire que un beau jour, j'ai une idée, et ça, je peux revenir après là-dessus. Et puis j'écris 20, 30 pages, et là, je suis généralement très, très enthousiaste. Et ce que je fais, c'est que j'ai tout de suite besoin de l'envoyer à Marion. Donc, je n'attends pas que le roman soit terminé, que je l'ai relu avant de l'envoyer à l'éditeur. Moi, j'envoie, dès que j'ai 20, 30 pages, 40 pages, j'envoie à Marion. Donc, généralement, Marion, elle est à côté de moi pendant le chantier, quoi. Et ce qui est assez gai, c'est qu'elle dit presque rien, très peu de choses, à part. En fait, elle dit, elle a un rôle fondamental, mais dont elle se rend pas forcément compte. C'est-à-dire qu'elle a son enthousiasme qui est derrière. L'enthousiasme qu'elle me donne quand je lui envoie ces quelques pages, 20, 30 pages à chaque fois, ça me donne beaucoup, beaucoup d'énergie parce que moi, je suis dans une phase d'élaboration, de réflexion, etc. Et puis Marion, elle vient avec ses retours, plein d'énergie, plein de joie, plein de bonne humeur, plein d'enthousiasme. Et j'ai besoin de ce carburant-là, quoi. J'ai besoin de l'énergie de Marion à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui me porte bien. Voilà. Alors, et sur l'histoire de Rocky, parce que c'est vrai, quand on s'était vu pour le sang des bêtes, et pas Feel Good d'ailleurs, je corrige, après le sang des bêtes, comment on en revient à écrire Rocky Dernier Rivage? Est-ce qu'il y a eu des hésitations par rapport au sujet? Cette idée-là, j'aimerais qu'on en parle parce que elle est quasiment commune à tous les deux sur cette urgence climatique, écologique, peut-être, féministe pour Isabelle, mais il y a quand même des ponts qui se créent et j'aurais voulu savoir déjà, Thomas, dans quelles circonstances avez-vous écrit ce roman? Est-ce que c'était une époque de confinement, puisque ce roman, Rocky Dernier Rivage, est en vase clos, est en huis clos total? Est-ce que le confinement a joué aussi un rôle dans cette écriture-là? Puisqu'on sent aussi cet ennui dans une famille, dans une seule et même famille que vous créez, dans un monde si dystopique, si particulier, dont on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce que le confinement a joué aussi un rôle là-dedans? Alors je pense pas du tout. J'ai écrit Le sang des bêtes dans une atmosphère un peu de confinement. J'envisageais vraiment Le sang des bêtes comme un petit roman court sur une famille dysfonctionnelle. Voilà, il y a beaucoup de scènes du sang des bêtes qui sont des scènes
de dîner, de repas, de rendez-vous, de famille, etc. Ici, pas du tout. J'ai l'impression que c'est un roman qui est beaucoup plus ouvert, hein. Ça se passe beaucoup en extérieur, on est beaucoup sur cette île, il y a du vent, il y a la mer, etc. C'est vrai qu'on est dans une forme de huis clos, mais ça reste un huis clos à ciel ouvert. Euh, c'est toujours compliqué de faire l'archéologie de l'idée. Cela dit, euh, je pense que l'idée fonctionne un peu comme un coup de foudre à un moment. C'est très, très inexplicable. Je lisais un article sur les milliardaires de la Silicon Valley qui s'achètent maintenant des abris parce qu'ils sont très effrayés à l'idée de la fin du monde. Et je me suis dit, une famille de milliardaires après, mais bien après la fin du monde, bien confortablement installés sur une île où tous les problèmes de ressources énergétiques, de confort, de nourriture sont réglés, c'est pas ça qui pose problème. Euh, j'ai eu le coup de foudre pour cette idée. Voilà, je me suis dit, ça, c'est une idée. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, avoir le coup de foudre pour une idée? C'est, c'est vraiment des réflexions que j'ai, pas depuis très longtemps, en tout cas, j'ai l'impression de voir beaucoup plus clair dans ce que c'est que le travail d'écriture depuis quelques années. Je pense que le coup de foudre pour une idée, c'est euh, quand on comprend qu'une histoire, ce sera pas forcément une histoire qui sera facile à raconter ou qu'elle sera passionnante ou que la structure va faire en sorte que le suspense sera intense. Tout ça, c'est des choses importantes, mais c'est pas la chose la plus fondamentale. La chose la plus fondamentale, c'est que cette idée va pouvoir être le contenant vraiment de l'écriture littéraire, va pouvoir être le réceptacle de tout ce que vous allez pouvoir explorer au niveau de l'écriture, de ce que vous voulez faire, parce que fondamentalement, euh, l'écriture, au-delà de l'histoire, ça reste, et j'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais ça reste, je pense, vraiment la chose la plus importante. Ça reste la chose qui va faire que le roman, qui est une bizarre matière inerte, faite d'encre et de papier, de mots, devient une vraie matière vivante, une matière vivante qui va faire son chemin jusqu'en profondément dans l'esprit du lecteur, qui va s'y incruster, qui va habiter dedans, qui va provoquer des émotions, voilà. Et ça, c'est le moment où on sent que l'idée, la situation, le scénario va pouvoir être le réceptacle de tout ça. Voilà. Est-ce que vous auriez aimé vivre tous les deux dans vos romans? Est-ce que c'est une sorte de peut-être de fantasme, même si en effet les deux romans ne sont pas forcément très entre guillemets joyeux sur l'issue du monde, mais quand même, est-ce que vous auriez eu envie d'être l'un des personnages de vos romans? Vas-y, Isa. Euh, ouais, enfin, oui, parce que donc cet endroit que je décris en Andalousie existe vraiment, hein, donc c'est vraiment un lieu. J'ai besoin d'écrire dans des cadres, des lieux que j'ai connus ou que j'ai un peu côtoyés. Et ce lieu en Espagne, c'est un des endroits où je me sens le plus, enfin, en tout cas, vraiment très, très heureuse. Et, et, euh, et habiter dans un de mes romans, ça m'amuserait, tiens, de côtoyer un chat et un chien, d'avoir des discussions avec eux, de fumer des clopes sur une terrasse dans la nuit espagnole. Ça pourrait m'amuser, oui. Oui, oui, oui. Bien qu'il y fasse très chaud, mais d'écouter des fantômes dans la nuit, de voir une fille girafe passer dans les, en fait, oui, j'écris, parce que passer 2 ans ou 3 ans dans un roman, c'est vraiment être plongé dans l'univers en permanence. C'est dormir avec, c'est se réveiller avec, c'est en rêver. Donc, ça devient comme notre espace. Enfin, moi, ça devient comme mon espace physique quasi. Et c'est vrai que j'ai un rapport charnel avec l'univers de mes romans, les univers de mes romans en général. Mais, Et c'est vrai qu'on parle peu des rêves des écrivains, mais en effet, vous devez être constamment hanté, j'imagine, par vos personnages. J'ai du mal à imaginer que ce ne soit pas le cas en réalité. c'est vrai, oui, c'est vrai. Et quand le roman est terminé, c'est assez douloureux, je trouve, de fermer la porte, se dire voilà, l'écriture est terminée. Mais oui, c'est quelque chose qui vous réveille la nuit. Moi, je travaille pas mal la nuit lors de, je dirais, de rêveries actives.
dans une espèce de sommeil éveillé. C'est un moment propice aux images, à trouver des solutions, à l'intrigue, à avoir de nouvelles idées. Euh, voilà. Alors, je réponds à ta question, hein, Oui. est-ce que j'aimerais vivre dans un de mes romans? En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aimerais vivre dans un roman d'Isabelle. Euh, J'adorerais vivre dans Bien. cette maison espagnole. Je crois que je suis un peu amoureux de la fille girafe. Elle est vraiment belle. Ah non, je la visualisais bien. Elle avait l'air formidable. Enfin bref, c'est le roman d'Isabelle. Il y a quelque chose de doux, de sensuel, de festif, de joyeux, comme ça. Il fait chaud. Dans le mien, pas du tout. Je détesterais vivre dans mon roman, même si j'ai toujours un peu le rêve d'un endroit loin du monde et de ses tourments et un peu isolé. Ça, c'est clair. Mais là, sur cette île, non, pas du tout. Et alors, c'est marrant parce que je me rends compte que Isabelle et moi, on a vraiment un fonctionnement cérébral très différent. Euh, Moi, la nuit, je rêve pas du tout de mes romans. Je fais des rêves bizarres, mais rien à voir. Et je vais même dire, au-delà de ça, quand je travaille, quand je suis pas précisément en train de travailler sur le texte, j'y pense pas du tout. Je suis dans d'autres trucs, quoi. Genre, je fais les courses, je fais à manger, tout ça. Mais je me concentre vraiment quand je suis dessus. Et quand j'ai terminé, je suis très content d'avoir terminé. Pour moi, la phase d'écriture, c'est vraiment l'escalade de l'Everest, quoi, sans oxygène, quoi. Donc, c'est vraiment toujours compliqué. Il y a des tempêtes, il y a des cul-de-sac, il y a des éboulements, il y a des crevasses. On ne sait pas si on va y arriver. C'est vraiment un truc de survie. Et alors, quand j'arrive et que je plante mon petit drapeau là tout au-dessus, c'est une fête, quoi. Là, j'ai vraiment envie de déboucher une bouteille et de dire ça, c'est fait, pouf, et j'oublie. Et c'est marrant parce que j'oublie très vite le nom de mes personnages. J'oublie très vite tout, quoi. J'ai vraiment, quand on me demande d'en parler après, quand on fait la promo, j'ai vraiment du mal à me dire, ah ouais, j'ai dit ça, je sais plus, en fait. Je suis passé vraiment, j'ai fermé la porte et je suis passé à autre chose. Voilà. C'est Euh, marrant. c'est marrant. C'est marrant. Mm. Mm. Enfin, c'est surtout reposant, surtout, Hmm. j'imagine. Oui, c'est reposant. Oui, les insomnies, quelquefois, c'est très fatigant. Mais c'est riche, mais c'est fatigant. Alors, vu que vos deux romans sont quand même dans des univers très particuliers, très singuliers, il y a une question que je pose régulièrement, depuis peu de temps, à tous les auteurs qui viennent d'Anvlil. C'est tout simplement dans quel monde vivrons-nous dans 50 ans? Parce que je me suis rendu compte qu'en effet, d'autres auteurs avant vous, il y a 50 ans, ont très bien vu, ont vu à quel point notre monde serait celui-ci aujourd'hui. Alors j'aimerais savoir, vous, tous les deux, puisque vos romans en parlent clairement, comment vous voyez ce monde-là aujourd'hui, dans 50 ans, en 2073? Et vous pouvez prendre n'importe quelle thématique. Vous pouvez choisir n'importe quelle thématique, que ce soit dans le milieu artistique, culturel, ou tout simplement l'état du monde en lui-même. Vas-y, Isa. Euh, alors, ouais, moi, je pense comme dans Rouge Western, on va muter. On va muter, on va acquérir en tant qu'être humain pour se faire vivre, on va acquérir des capacités physiques particulières. Comme la fille girafe, on va attraper des poils qui vont nous protéger des grands froids ou des choses comme ça. Tu crois pas, Thomas? Avec je sais pas moi, des corps qui pourront s'auto-féconder ou que sais-je, des trucs bizarres. Alors, c'est une super question. Parce que quelquefois, Ouais, j'envie un peu, tu vois, l'agriculteur de la Haute-Égypte, de l'Antiquité, pour qui il y avait 1000 ans d'histoire absolument identique derrière lui, et il savait que 1000 ans encore après lui, ça serait la même chose. Hein, ça serait, rien ne changerait. Ça serait l'empire égyptien qui ne bouge pas. De temps en temps, le Nil a une crue un peu plus haute, un peu plus basse, mais sinon, ça ne change pas. Et ici, on est vraiment dans un casino à jouer à des jeux dont personne ne connaît les règles, avec des récompenses dont personne ne connaît le montant, qui peuvent quelquefois être des punitions.
Donc, je ne sais absolument pas de quoi demain dans 50 ans, demain dans 20 ans, demain dans 10 ans, demain dans 1 an sera fait. Tout change tout le temps, très vite. Le monde sera peut-être merveilleux ou horrible, bien que là, si on regarde la tendance lourde, ça sera pas funky, mais bon, je suis incapable. Est-ce que l'intelligence artificielle nous sauvera ou nous perdra, ou est-ce que ça ne servira strictement à rien, ou est-ce que les instincts guerriers, ou est-ce que le réchauffement climatique balayera tout, ou est-ce qu'il y aura une guerre nucléaire, ou est-ce qu'il y aura une prise de conscience soudaine avec des événements c'est impossible. Genre demain, après-demain, on pourrait me dire que des extraterrestres ont atterri à Washington, à Paris, à Berlin, ils vont mettre de l'ordre là-dedans. Je serais même pas surpris. Je dirais, bah ouais, voilà, c'est le truc du jour, quoi. Donc, impossible. Mais en fait, j'aime plutôt bien ça. Me dire, prenons acte que demain sera une surprise, bonne ou mauvaise, on verra bien. En attendant, écrivons des histoires. Peut-être que ça sert à rien, peut-être pas, mais au moins, c'est tout ce qu'on sait faire. Et puis, je vois qu'il y a 27 personnes qui nous suivent, qui écoutent cette réunion. Donc voilà, si ça intéresse 27 personnes, c'est déjà ça. Voilà, et si ça n'intéressait que mon chat, bah, ça serait déjà ça aussi. Voilà. Mais tu n'as plus de chat, il est mort. Non, mais on va reprendre un. Merci de me le rappeler, c'est horrible. Voilà. Mais Non, c'est vrai. pardon Isabelle, vas-y. Non, c'est vrai que moi, depuis le Covid, euh, j'ai eu une espèce de. Enfin, j'ai vraiment eu très mal vécu cette période je suis entrée dans des. Je savais plus écrire en fait. C'était tellement dystopique pour moi que mon imaginaire s'était éteint et il y a eu quand même. Je pense plus à l'avenir comme précédemment en fait. Je sens comme Thomas qu'on est vraiment dans une ère du qui tout double, que les choses peuvent vaciller d'une heure à l'autre et que c'est assez imprévisible. Euh, je, 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 je ne suis pas tranquille. Je ne suis pas tranquille. Vraiment pas tranquille. Et c'est pour ça donc que vous écrivez des romans, j'imagine. C'est aussi pour cela. Et j'aimerais que vous nous parliez de votre documentation parce que est-ce que vous écrivez en pensant au côté plausible de vos romans? Est-ce qu'au contraire, Alors pour Isabelle, je pense qu'en effet, le côté plausible, il est quand même plus restreint que celui de Thomas. Mais quand même, quel est votre matériau principal pour vous documenter sur les choses? Pour Thomas notamment, il y a quand même des choses, je suis persuadé que vous avez fait des recherches particulières sur certains phénomènes plausibles ou pas, envisageables ou pas. J'aimerais que vous nous parliez de ça, de vos recherches au-delà de la littérature. Vos matériaux principaux, où sont-ils? Notamment pour ces romans-là. Yves. Euh, je peux y aller. Ben, moi, personnellement, c'est un roman fantastique, en effet, Rouge Western, mais qui est totalement inspiré de faits réels que j'ai entendus, que j'ai vécus, que j'ai lus. Il est totalement inspiré d'un quotidien que je partage avec des amis en Espagne. Donc, même si les choses sont fictionnalisées, tout est vraiment ancré dans, dans le réel et dans une forme de documentation aussi. Je cite beaucoup de films, je cite beaucoup de références d'auteurs chinois, par exemple. Euh, c'est une forme de documentation malgré tout. Et, et, je dirais aussi la complexité quand on invente, comme dans mes romans, des univers fantastiques, c'est d'architecturer un monde qui est cohérent dans sa folie. Et là, ça ne s'agit pas de documentation, mais d'architecturer un monde plausible malgré sa folie. Ouais. Ok. À moi? Thomas? Ouais, c'est moi. Euh, alors, justement, je lisais aujourd'hui.
parce qu'il m'arrive de lire des trucs intelligents, un petit texte de Nabokov, où il parlait de la littérature fantastique. Et il dit, en fait, toute littérature est fantastique, dans la mesure où c'est l'expression de la singularité de l'auteur et que chaque auteur a une vision particulière du réel. On ne peut de toute façon pas s'entendre sur une définition commune du réel. Donc c'est toujours une définition. Donc toute littérature est toujours fantastique. Voilà, parce que toute littérature est toujours un point de vue particulier sur le réel. Bon, alors cela dit, c'est vrai que dans la plupart de mes romans, j'imagine toujours un point de décalage par rapport au ce qu'on pourrait appeler le sens commun, quoi. Ce qui peut arriver ou pas arriver, etc. C'est vrai qu'on n'a pas connu une fin du monde. Mais une fois qu'il y a ce décalage du sens commun, comme le dit Isabelle, euh, il faut établir des règles du jeu qui sont très précises et très strictes pour que le lecteur s'y retrouve. Voilà, dans un roman, quel que soit l'univers du roman, il faut, il faut respecter les règles du jeu parce que c'est pas gai de jouer un jeu où tout est possible. Voilà, on n'adhère pas à ça. Euh, alors, dans mon cas, une fois que j'ai eu défini cette idée de deal et de fin du monde, effectivement, j'ai essayé de travailler de manière la plus raisonnable possible. Comment je m'organiserais, comment je ferais, comment je construirais une maison pour être autonome au niveau de l'énergie. Qu'est-ce qui peut se conserver, combien de temps. Donc là, je me suis pas mal documenté. J'ai été voir des ingénieurs, des électriciens, des gens spécialistes en éolienne, en hydrolienne, en panneaux solaires, en conservation d'eau potable. Je me suis documenté sur les dates de péremption des plats surgelés, sur qu'est-ce qui peut se conserver, combien de temps, etc., etc. Parce que j'ai vraiment envie que tout fonctionne bien. Alors j'ai eu peur, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai eu peur parce que euh, il y a le Xanax, hein, cette espèce de médicament, a un rôle particulier dans l'histoire. Et à un moment, je dis que tel personnage prend son Xanax avec un verre d'eau. Et puis j'ai un lecteur qui m'a répondu oh là là, Thomas, grave erreur, faut jamais prendre un Xanax avec un verre d'eau. Alors c'est vrai, moi j'étais un peu, je me dis merde, je me suis planté dans ma documentation. Et puis ben, du coup, j'ai croisé un médecin pas plus tard qu'avant-hier. Et je lui dis est-ce que docteur, c'est vrai les Xanax? Et puis on a téléchargé le mode d'emploi. Il m'a dit non, vous voyez, il est marqué qu'on peut prendre le Xanax avec un verre d'eau. Et j'étais soulagé. Enfin, bref, voilà. Donc, je détesterais que, au sein de mon roman, au sein de mon histoire, quel que soit le décalage avec le sens commun qui s'y trouve, les règles du jeu soient trahies. Donc, ça me prend quelquefois plusieurs semaines, plusieurs mois, et puis quelquefois, je dois m'interrompre dans l'écriture pour me documenter sur des points précis, mais je veux que tout soit plausible. Voilà. C'est ce que j'ai d'ailleurs apprécié, notamment dans ton roman, Thomas. C'est que c'était hyper plausible. En Merci. fait. Et j'ai Merci, Isabelle. imaginé tout le boulot que tu as fait de travail de recherche, etc. Ouais. Mais Ouais. ouais, c'est une des choses que j'ai vraiment appréciées. Et toujours Merci, sous Isabelle. couvert d'ironie, d'humour. Et j'aimerais que vous nous parliez de cette denrée si rare aux auteurs français, l'humour. L'humour et la manière de l'articuler dans votre écriture, dans vos romans. On sent que ça coule de source pour vous, mais en même temps, vous vous attaquez à des sujets extrêmement graves, extrêmement difficiles, que ce soit au niveau de l'environnement ou au niveau de la vie ou de la vie sociale. Euh, Comment vous travaillez cette matière-là? Comment vous la travaillez au quotidien dans votre écriture? Est-ce qu'elle est innée? Alors, en vous entendant, évidemment, on sent toujours cette petite pointe d'humour, mais c'est toujours très léger, très subtil. C'est jamais redondant ou lourd. Comment vous la travaillez en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur? Où vous fixez la limite? Où vous fixez le curseur pour que ça, tout simplement, que ça ne tombe pas à l'eau? Qui y va? Tu veux y aller, Isa? Ah ouais, je peux. Est-ce qu'il faut Alors, qu'un écrivain rie à sa propre blague pour que ça marche? Concrètement, c'est ça l'idée. mais moi, c'est vrai qu'il y a certaines scènes de mes romans, je me marre tellement en les écrivant parce que je les imagine tellement. Enfin, et je me dis que si déjà moi je m'amuse un peu, c'est que peut-être j'ai une chance que le lecteur ou la lectrice, que ce soit un peu contagieux au moins. Mais pour ma part, j'ai
vraiment été, comme je viens du théâtre, j'ai vraiment été très. J'ai vraiment beaucoup apprécié le travail que j'ai fait à partir de l'auteur Shakespeare, qui est un auteur classique qui mélange et tout le temps et la tragédie et la comédie. Et je trouve que c'est un ressort extrêmement judicieux, je trouve, parce qu'il permet qu'il est dialectique, il permet de poser un regard double sur une situation. Et j'adore ça, en fait. J'adore ce mélange. Alors, l'humour, ouais, peut-être aussi, c'est peut-être une chose en Belgique. C'est vrai que on a pas mal d'humour et un Thomas de voilà, d'autodérision, je pense. Et que dire de plus? Que dire de plus? Euh, euh, je t'en prie, Thomas. Ok. Euh, bah, il y a plein d'auteurs français qui, je trouve, sont drôles, même parmi les classiques, hein. Si on prend Perec ou Vian, c'est vraiment des auteurs que j'adore et qui sont super drôles. Et même, il y a des auteurs qui sont drôles, et puis on ne comprend pas qu'ils sont drôles, mais en fait, ils sont drôles. Genre, si on prend Beckett, c'est un auteur qui est super drôle. Vous prenez En attendant Godot, c'est vraiment, si la mise en scène est bien réussie, ou Les Beaux Jours, c'est super drôle. C'est des comédies bizarres, grinçantes, noires, tordues, mais c'est pas des trucs plombants du tout, en fait, Beckett. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs drôles en France, mais voilà. Alors, en ce qui me concerne, c'est pas, moi, je cherche pas du tout l'humour. Je ne dis pas, je vais faire un roman marrant parce que, voilà, il se fait que c'est dans l'histoire. Il se fait que je pense que, je sais pas si c'est une question innée ou pas, c'est peut-être un regard particulier sur les personnages ou les situations. Et je sais même pas si les romans prochains seront drôles. Il se fait que, voilà, Rocky a des aspects qui sont marrants, a des aspects qui ne le sont pas. Le prochain qui est en train là d'émerger dans mon esprit, je me dis, est-ce qu'il sera vraiment drôle? Non, j'ai pas l'impression qu'il sera drôle. Peut-être que oui, mais c'est vraiment pas sûr du tout. En fait, je pense qu'il faut jamais rien forcer. Justement, donc, toujours dans cette histoire de quoi sera fait l'écriture en fonction du scénario, en fonction de ce qu'on raconte. L'histoire sera ce qu'elle, enfin, l'écriture sera ce qu'elle sera. Peut-être qu'elle sera très sombre, peut-être qu'elle sera légère, peut-être qu'elle sera lumineuse, ou peut-être qu'elle sera pas drôle du tout, ou peut-être qu'elle sera très drôle. Impossible à dire. En tout cas, ce qu'il faut, à mon sens, éviter, c'est d'aller chercher le gag, évidemment. D'aller chercher le truc qui fait marrer, parce que là, on a toutes les chances que ça tombe à plat. Mais pour répondre à ta question, oui, ça m'est arrivé de me marrer en écrivant certaines scènes. C'est bizarre comme truc, hein, parce que c'est vraiment le mec tellement content de lui qu'il écrit et qu'il se fait auto-marrer. Mais c'est vrai, des fois, ça me fait marrer. Et ça me fait marrer même quand il m'arrive de lire des textes en public. Je me dis, putain, ça c'est drôle. Et ça, c'est horriblement gênant parce que c'est vraiment le mec qui rit de ses propres blagues. Mais euh, voilà, je crois qu'il faut vraiment laisser, en tout cas, c'est ce que je fais, laisser le plus de place possible à ce que va devenir l'écriture en tant que telle. Et elle sera drôle ou pas, ou sombre, ou légère, on verra bien. Bon, alors je Mais vais. quand même, Oui, je- Marion. j'interviens un petit peu sur l'humour parce que en fait, Thomas et Isabelle ont des ressorts humoristiques extrêmement différents, en fait, tous les deux. C'est-à-dire que Isabelle, bah, elle l'a dit, mais, donc son livre, il est très fantaisiste et plein de joie. Et l'humour, chez elle, il est gourmand, il est éventuellement burlesque, lié effectivement, il y a une gestuelle des personnages, une sensualité, des choses. Donc il y a énormément de morceaux de bravoure dans son livre. Moi, je me suis gondolée à la fin, en particulier, enfin, il y en a plein des scènes où on se marre, mais celle du cheval à la fin, moi, Ah, la scène du cheval. voilà. Magnifique, la scène du cheval. Mais celle-là, mais elle m'a fait hurler de rire, quoi. Et vraiment, et quant à... Alors, voilà, et c'est vrai que c'est très lié à son inspiration, à tout ce qu'elle a dit avant, hein.
C'est-à-dire, il y a aussi un amour des gens, une envie de les découvrir. Enfin, on sent vraiment, il y a ce que disait Thomas tout à l'heure sur le livre d'Isabelle, c'est vrai, et son humour, il fonctionne comme ça. Donc, jusqu'à aller au burlesque, au fantastique, la scène. Il y a une scène terrible avec justement les Chinois, enfin, ils sont chinois ou coréens, Isabelle? Chinois, bien sûr. Chinois. Bon, celle-là aussi, elle est désopilante et pourtant elle est inquiétante en même temps. Donc, c'est un humour assez gourmand et joyeux finalement, et qui peut vraiment aller jusqu'à transformer le réel, quoi. Voilà, et donc c'est un moteur très dynamique, très puissant dans ces livres, et je comprends qu'à un moment donné, quand tes personnages commencent à faire des trucs où tu es entraîné, tu te marres toi-même. Et Thomas, c'est lui qui a donc inventé cette grande expression qui est devenue un gimmick chez nous, c'est-à-dire euh, rire comme une baleine Nike, expression qui vient du manuel de non, c'est pas du manuel de survie. Si, c'est ça. Ça vient du manuel de survie. Ouais. Donc ça fait déjà quelques livres. Et Thomas aussi, on rigole dans ses livres. Alors, bon, je pourrais donner l'exemple de La Girafe, la nouvelle La Girafe, les plus petits zoos du monde, qui est quand même une nouvelle à la fois atroce et, et voilà, de rire. C'est une comédie en fait, noire, mais très noire, très très noire. Et Thomas, lui, c'est le contraire. Son humour, en fait, il est d'abord ironique. Bon, il est d'abord lié aussi aux images qu'il nous balance et qui sont des images toujours du réel, des fois le plus trivial, et qui viennent au milieu de considérations quasi existentielles, et qui fonctionnent sur des contrastes comme ça, puis des effets poétiques d'expression. Et je dois dire qu'il a inspiré énormément d'écrivains parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui fait qu'il est pour beaucoup un maître dans le domaine, hein, pour moi déjà, mais pour beaucoup, beaucoup. Mais, allez, pour moi aussi un peu, hein, quand même. Ouais, non, Ah, vous êtes gentil. tout le monde, hein, quand même, parce que, enfin, vous avez compris à ce qu'a dit Thomas tout à l'heure que, bon, moi, je le trouve génial depuis que j'ai lu le premier texte de lui et qu'à chaque fois qu'il me montre des pages, je trouve ça formidable, et que mon travail éditorial consiste à faire qu'il soit en forme, parce que pour le reste, j'ai pas grand-chose à dire, sinon 3 répétitions. Et tu lui donnes un Xanax avec de l'eau, je crois. Voilà, ça, je ne savais pas. Il en sait beaucoup plus que moi, hein. Moi, je suis impressionnée par ses connaissances. À chaque livre, la documentation est énorme. Et ça aussi, ça fait effet humoristique, la façon dont il traite sa doc. Un peu à la Bret Easton Ellis, si vous voulez, ou même à la Pérec. Enfin, il y a un effet de retraitement des données, que ça peut être par exemple dans Rocky informatique. Moi, il m'a fait avaler des pages sur l'informatique en me marrant, alors que j'y comprends rien, il faut le dire, hein, je ne suis pas du tout geek. Et voilà, il crée de l'humour aussi avec une distance perpétuelle entre ce qu'il écrit et lui, et donc le lecteur. Et une distance ironique. Et de ce point de vue-là, je le trouve assez proche d'un Nicolas Ray, qui manie aussi très bien l'ironie et cette forme d'humour décalé, et qui cite toujours cette grande vérité qui, je ne sais plus par qui elle a été prononcée une fois, c'est-à-dire que l'ironie, c'est l'élégance du désespoir. Parce que par contre, les romans de Thomas qui ne se focalisent que sur des héros qui sont en général assez dépressifs parce que le monde est ce qu'il est, assez anxiogène, ben, s'il n'y avait pas d'humour, je promets que ces romans seraient plus noirs que noirs, quoi, à commencer par Rocky. Mais il transfigure tout ça, et c'est ça qui est génial, c'est que ce constat assez noir pour faire sur les choses, en fait, il en fait un bon moment, qui nous libère de la peur et de toutes ces, finalement, angoisses mises en scène, hein. Que ce soit le couple, d'ailleurs, qui est un grand thème d'angoisse, hein, mais qui peut être aussi le comble du bonheur. Il est toujours dans cette espèce de dialectique. Donc, c'est deux formes d'humour qui fonctionnent très différemment. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup d'humour chez les Belges, cette distance, je sais pas, tous ces mécanismes d'humour. Alors qu'en France aussi, dans la littérature française, mais en ce moment, on va dire qu'on est dans un moment de la littérature française où on considère que la grande littérature, ça doit être sérieux, voire chiant, quand même globalement. Et moi, c'est vrai qu'au diable, mon pari, c'est de publier des grands écrivains qui ne sont pas chiants. C'est réussi. Bon, de très belles références, hein, Thomas, c'est cadeau, hein. Là, c'était la petite cerise sur le gâteau, là, hein.
Alors, Merci. on va faire une petite photo de groupe avant que vous nous lisiez un passage chacun de vos romans respectifs. Voilà, préparez-vous. Si vous avez le livre, évidemment, mettez-le en avant. Et c'est bon. Parfait. Merci. Allez, on commence avec Isabelle. Un premier extrait d'Isabelle et on continuera. Avec plaisir, avec plaisir. C'est un extrait qui se situe, je dirais, presque à la moitié du roman. Mais je ne résumerai pas un chouïa, ce roman. Donc, peut-être que les uns et les autres ne savent peut-être pas de quoi il s'agit. Donc, Rouge Western, c'est l'histoire d'une dame qui fête ses 1000 ans. Elle s'appelle Vanina et pour son grand anniversaire, elle est invitée par ses affreux petits-neveux, elle est invitée dans un Airbnb dans le sud de l'Espagne, donc tenu par un chat et un chien. Et donc elle se retrouve dans ce paysage, dans sa petite maison, et il lui arrive plein d'aventures. Et sa petite maison, c'est un cortijo, comme on dit en espagnol, c'est une petite ferme. Voilà. Et donc, elle dit ceci. Les jours au cortijo défilent, tous plus enchanteurs les uns que les autres. Je vis dans une matière plus douce et plus souple que de la fesse de bébé. Ce sont des jours moelleux, ondulants, aériens. Si aérien que j'en deviens libellule. Une libellule se traînant du canapé au lit, du lit au transat, puis du transat au fauteuil en osier. Je suis cette chose sans plus aucun squelette, molle, flasque, qui se répand d'une station horizontale à l'autre. Aucune mauvaise pensée pour m'égratigner l'esprit, aucune peur, aucune douleur, même du côté de mes brûlures, parce qu'elle a été brûlée par le soleil. Une espèce de paix à l'âme qu'on ne parvient à atteindre que le jour de sa mort, je présume. Et je dois d'ailleurs me pinsauter de temps à autre pour m'assurer que je suis toujours vivante. Et oui, vivante, je le suis bel et bien. Peut-être n'ai-je d'ailleurs jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui, à l'âge de 1000 ans. Le jeunisme, ce con, cette espèce d'a priori con qui traînaille dans des esprits cons. Jeunisme con, Vanina, ne t'énerve pas. On s'en fout des cons. Live your life, chill. Et la chaleur est si forte qu'on pourrait frire des œufs sur les troncs d'arbres. L'atmosphère m'évoque l'enfer, le soufre, le diable et des corps rôtissants sur des bûchers. Des créatures m'apparaissent, aussi tordues et protéiformes que dans les tableaux de Bruegel, mais j'adore. J'expérimente aussi comment mon sang bout dans mes veines, comment il est vraiment sur le point de cuire et de me transformer en boudin humain. C'est magnifique, ce presque point de non-retour. Jamais de ma vie, je n'ai eu autant conscience d'être une créature de viande, et que, comme les milliers d'animaux que j'ai mangés dans ma vie, mon corps pourrait nourrir quelqu'un. Je dilue cette pensée un chouïa effrayante en me refroidissant à l'eau glaciée. Elle vient inonder les canaux de mon organisme, et il me semble devenir la ville de Venise tant elle s'immisce dans les parties les plus infimes de ma géographie. C'est ça, je deviens Venise, et comme elle, je suis sur le point d'être avalée par le liquide divin. Voilà un petit extrait. Merci Isabelle. Avec Et plaisir. Thomas, c'est à toi. Alors, moi, je vais juste lire le début. Voilà, les premières pages. Alors, juste une petite info au niveau de la structure du livre. C'est un livre qui est structuré. Je vais attendre que mon fils ait fini de prendre son dessert dans le réfrigérateur avant de lire. Donc, c'est un livre qui est structuré. Il y a 4 personnages principaux. Fred, son épouse Hélène, leur fils Alexandre et leur fille Jeanne. Et chaque chapitre est un point de vue. En fait, chaque chapitre, c'est un personnage, c'est du point de vue de un personnage. Juste un petit instant. Gaspard, mon petit chat, tu t'es servi de ton dessert? C'est mon fils, Gaspard. Et ça fait des petits bruits, alors ça distrait un peu. Voilà. Alors, j'y vais, c'est donc le début, et ça commence par Fred. Il était furieux. Et comme chaque fois qu'il était furieux, il avait enfilé ses baskets, claqué la porte de la maison, espérant que sa fureur se dissolve à mesure qu'il avancerait sur le sentier, qu'elle s'évapore peu à peu comme de la rosée au lever du jour.
Il ne s'était pourtant rien passé, Hélène n'avait rien dit ou rien fait de particulier, et les enfants non plus. Il ignorait d'où venait sa rage, pourquoi elle surgissait de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Elle pouvait s'emparer de lui n'importe quand, le matin au réveil, l'après-midi lorsqu'il vérifiait le niveau de la citerne, le soir lorsqu'il descendait dans les réserves. Ça pouvait le réveiller en pleine nuit, il ouvrait alors les yeux dans sa poitrine. Il sentait son cœur battre comme un fauve. Il se redressait et, dans l'obscurité de la chambre, il retenait le cri né de cette rage incompréhensible, mais aussi brûlante qu'un fer à souder. Il lui fallait alors un long moment, parfois des heures, avant de parvenir à se calmer, et puis à se rendormir, parfois. Comprenant qu'il ne se calmerait pas, il se levait, marchait jusqu'au salon et restait debout, nu devant la porte-fenêtre, d'où il regardait dans un ciel nocturne briller des étoiles dont il ne connaissait pas le nom. Il était furieux, mais toujours il gardait cette fureur à l'intérieur de lui, cachée comme un secret honteux. Il arriva au sommet de la colline. De là, il avait une vue à 360 degrés sur l'île, une forme de haricot, 18 hectares, 500 mètres de long, 350 de large. Au nord, une falaise d'une dizaine de mètres de haut plongeait dans la mer. Au sud, une plage de galets gris et glissants. À l'est, une petite grève de sable jaune où était amarré le Zodiac. Et un peu plus loin, à une centaine de mètres de rivage, se balançant sur la houle argentée, le voilier qui n'avait pas bougé depuis 5 ans. En contrebas, il apercevait la maison, une construction vaguement inspirée du style hacienda, c'est-à-dire 3 espaces habitables encadrant une cour intérieure couverte de carrelage ocre. Il inspira, l'air frais du matin, légèrement piquant, le calma un peu. Le ciel bleu, décoré de quelques nuages de beau temps, annonçait un temps agréable, comme souvent sur cette île de l'Atlantique. Le climat subtropical était idéal et jour parmi quantité d'eau contenable qui stockait dans la citerne où elle couvrait facilement tous les besoins d'une famille de 4. La faune locale était paisible et inoffensive, pas de moustiques ou d'insectes dangereux, juste des mouches très noires au vol paresseux et bruyant, quelques espèces d'oiseaux marins, des lézards, et brillants que des mouches. C'était tout. 5 ans plus tôt, lorsque les gardiens, Ida et Marco, étaient encore là, il y avait aussi leur chien, Jet, un border collie noir et blanc, avec des yeux bleus nacrés, dont l'affection nerveuse et compulsive semblait sans limite, mais ça, c'était de l'histoire ancienne, et aujourd'hui, qu'il n'était plus là, ce chien lui manquait. Voilà. Merci Thomas. Alors on apprécie évidemment ces deux lectures et on sent qu'évidemment votre CV est extrêmement fourni puisque vous avez touché à tous les arts. Et évidemment, j'aimerais qu'on parle de ces adaptations parce qu'on a clairement envie, après ces deux lectures, d'avoir des livres audio lus par vous, par vous-même. Mais ce ne sont pas les adaptations qui sont prévues. J'ai cru comprendre que pour Rouge Western, ce serait Sarah Espour qui ferait la création musicale en 2024 à Montréal. Et pour Thomas, j'ai cru comprendre aussi qu'une adaptation cinéma était quasiment faite ou faite, je ne sais pas, ça a peut-être évolué depuis, mais racontez-nous comment ces arts aussi créent des ponts entre vos différentes casquettes. Vas-y, Isa. Ok, j'y vais. Mais donc, moi, d'abord, je viens du théâtre, comme je disais tout à l'heure, et de la mise en scène aussi. Donc, je monte des spectacles à partir soit des textes d'auteurs ou les miens. Et on a fait d'ailleurs des choses ensemble, hein, Thomas. C'est vrai, On a c'est très bien. créé des formes, c'était super gai. Mais ici, en fait, ça fait quelques années que je me passionne pour la mise en scène de performances qui allient et la littérature, le théâtre, la musique et les arts plastiques. Et là, on est en train de préparer une forme de sieste sonore qui sera présentée au Festival international de la littérature à Montréal dans un an, avec en effet la musicienne et chanteuse Sarah Espour, qui est d'ailleurs française, qui vient de Mâcon, et avec des œuvres du plasticien belge Marcel Berlanger. Et c'est
on va présenter cette forme à Montréal dans l'idée de la diffuser ailleurs, évidemment, après. Et donc, les siestes sonores sont, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des dispositifs où on allonge les spectateurs, les spectatrices, et on les plonge dans la pénombre et on lui donne beaucoup de choses à entendre et peu de choses à voir. Ce qui fait que ils attrapent des grandes oreilles avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'acuité et que des textes littéraires sont très bien perçus dans cette position allongée, parfois les yeux fermés et les oreilles grandes ouvertes. Voilà, c'est une forme vraiment que j'apprécie. Donc, on travaille là-dessus pour l'instant avec Sarah Espo. Ok. Alors, de mon côté, effectivement, les droits cinéma ont été achetés, comme on dit, par quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé plusieurs fois. Il s'agit d'un réalisateur belge qui s'appelle Jaco van Dormael, euh, qui a réalisé des films que vous connaissez peut-être en France, comme Le Huitième Jour, Toto le héros, Mister Nobody, enfin des films qui étaient quand même... moi, je suis un grand fan de ce qu'il fait. C'est quelqu'un avec qui j'avais déjà travaillé parce qu'on a fait deux spectacles ensemble, des spectacles, un spectacle qui s'appelle Kiss and Cry, un spectacle qui s'appelle Cold Blood, des spectacles de chorégraphie. C'était avec son épouse, Micheline Demey. Et puis on a fait un film ensemble. En fait, on a coécrit le film qui s'appelle Le Tout Nouveau Testament avec Benoît Poelvoorde, où Benoît Poelvoorde fait un dieu hystérique et malfaisant qui habite Bruxelles. Et là, j'étais très heureux parce que je sais qu'il me lit, Jaco. Enfin bon, en gros, il y a le travail qu'on fait ensemble, le scénario, etc. Et puis, il y a mon travail d'écriture. Et c'est la première fois que un roman lui plaît au point de vouloir l'adapter. Bon, d'ailleurs, ça sera pour lui aussi une première, c'est-à-dire adapter un roman. On n'a jamais fait ça. Enfin, lui n'a jamais fait ça, je veux dire. Donc là, je suis très heureux. Maintenant, il faut savoir que le temps du cinéma est un temps très long parce qu'il y a le temps de l'écriture, le temps de la recherche de financement, le temps du tournage, du montage, etc. Donc ça se compte toujours en plusieurs années souvent. Donc voilà. Mais en tout cas, normalement, un jour, Rocky devrait exister au cinéma. C'est Je génial, précise. je veux bien jouer le rôle du chien, Thomas. Ah, d'accord. Un border collie aux yeux Ouais, un nacrés. border collie, je veux bien. Non, mais alors, il y a toujours quelque chose qu'il faut préciser, c'est-à-dire que être adapté au cinéma, c'est pas l'aboutissement ultime pour un roman. L'aboutissement ultime, c'est d'être un roman. C'est ce qu'il est. Enfin, j'ai- en tant que roman, j'ai fait le mieux que je pouvais avec Rocky. C'est la forme la plus aboutie, je pense, pour lui. Voilà. Le cinéma, c'est nécessairement une adaptation. Voilà, c'est pas un upgrade. Ça sera pas mieux, ça sera différent. Il faudra faire des tas de choses. Donc, ça sera un autre Rocky Dernier Rivage que je scénariserai avec Jaco. Donc, voilà, je sais qu'il n'y aura pas de trahison profonde, mais euh, j'ai l'impression quelquefois quand je lis des choses sur des romans qui sont adaptés, que c'est le Graal absolu pour un roman que d'être adapté au cinéma, comme si le cinéma était la forme artistique la plus aboutie qui soit. En fait, non, c'est autre chose. J'adore le cinéma. Je suis vraiment un grand fan de cinéma, mais c'est autre chose. Donc voilà. Euh, voilà. Et je dis ça parce qu'il faut pas dire j'attends le film alors non, prenez le roman maintenant. Oui, c'est vrai. Mais cela étant, le cinéma peut faire revenir des spectateurs. Absolument, Il y a quand même des passions. absolument. Absolument, dans ce sens-là, c'est très bien. J'aimerais, Isabelle, que tu nous parles de Mademoiselle Vanina, parce qu'elle a quand même 1000 ans. C'est une sorte de fausse Tati Daniel, comme tu l'appelles dans le roman. Et j'ai l'impression que souvent, tes héroïnes sont des vieilles femmes, mine de rien. On a l'impression que dans tous tes romans, il y a quand même un personnage, alors c'est pas le même évidemment, mais quand même, il y a cette familiarité avec une personne âgée. Est-ce que c'est une thématique qui te préoccupe aussi? On sait que dans les pays occidentaux, ce ne sont pas les personnes qu'on aide le plus, étrangement, alors que dans d'autres sociétés, ils font partie véritablement de la famille, alors que dans le système européen, on les exclut souvent et ce ne sont pas les plus protégés. Donc j'aimerais que tu nous parles peut-être de cette thématique-là, si elle est dominante pour toi, et que tu nous parles ensuite de Ah, Mademoiselle Vanina.
Oui, ben, c'est vrai que dans mon parcours au théâtre, en littérature, et cetera, j'ai eu la chance de côtoyer des personnes âgées, mais à qui je dois et auxquelles je dois énormément. Des personnes âgées, formidables, ouvertes, complètement curieuses, stimulantes, pleines de malice, de vraiment et de joie de vivre même et de fantaisie aussi j'aime bien les vieux et les vieilles, je dirais. Vraiment, ces vieux et ces vieilles-là, je leur dois beaucoup. Et c'est évidemment un âge qui est pas sexy dans notre culture contemporaine, je dirais européenne. Mais moi, il m'intéresse parce que je, j'aime, je trouve ça pertinent de les mettre en scène en littérature et de proposer des modèles de personnes âgées, mais qui ont une vie riche et palpitante et qui ont aussi des choses à nous communiquer. Je trouve ça. Et puis dramaturgiquement, c'est le, ici, c'est vrai que Vanina, elle a 1000 ans et j'ai imaginé un personnage qui est une espèce qui est une femme, qui est toutes les femmes, qui a tous les âges, qui a des strates en elle des générations de femmes en elle. C'est une espèce d'archétype. Et je trouvais ça intéressant. C'est un point de départ qui m'a stimulée. Au début, je m'étais dit, ah, je vais raconter l'histoire d'une femme qui a 100 ans, mais ça marchait pas à 100 ans, c'était pas assez. Il fallait vraiment ce décalage de surnaturel d'une femme qui a vécu, qui a été traversée par toutes les guerres, par toutes les famines, par tous les féminicides et qui est là encore aujourd'hui et qui a ses doutes et ses petites joies et sa capacité néanmoins à s'émerveiller de la vie, à remercier chaque jour, à apprécier chaque minute de sa vie et à remercier la vie qui fait qu'elle est toujours là, à tenir sur ses guibolles, plus ou moins. Mais voilà. Et évidemment, je voulais parler du corps des femmes et du corps de toutes les femmes, du corps d'une femme très âgée qui a vécu bien des embûches que nous traversons, nous, certaines femmes et certains hommes aussi, mais le fait d'être femme est une chose, j'ai expérimenté ça pour ma part, qui n'est vraiment pas simple, qui nécessite de se défendre, de se protéger, qui, qui nous met parfois dans des situations de peur extrême. Et voilà, je trouvais que c'était un bon angle d'attaque, cette Vanina qui a 1000 ans et qui a tous les corps et qui n'a plus de corps en même temps, qui est un peu démunie, une espèce de dinosaure féminin. Ouais. Et quant, Ouais. et quant à toi, Thomas, il n'y a pas de, on ne peut pas dire qu'il y ait un personnage principal. Au contraire, ils sont tous les quatre. Cette famille-là est totalement principale en elle-même. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une alternance des récits et une alternance des points de vue. Il y a également deux parties, deux grosses parties au présent et une partie et un flashback il y a 5 ans, une grande partie de flashback il y a 5 ans, avant cet événement-là. Comment tu as voulu aussi marquer ton territoire au sein même d'une famille, parce que c'est peut-être un des grands romans de la rentrée sur la famille, sur la notion de communauté, de vie en famille, de vie en communauté, encore plus dans une situation compliquée, même si, tu l'as dit aussi tout à l'heure, les conditions matérielles d'un survivalisme sont présentes, mais c'est aussi un roman d'amour, d'espérance. J'ai eu l'impression que tu voulais dire aussi, faites attention à ce que vous avez là, profitez de ce que vous avez là, parce que potentiellement demain, vous ne l'aurez plus. Et je te cite une de tes phrases qui en dit beaucoup sur notamment le personnage d'Alexandre. Il aurait tellement voulu faire partie d'une foule, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie. Et on a l'impression que c'est totalement tout ce que tu as voulu dire, c'est-à-dire qu'on aurait bien voulu, on aimerait bien vivre une seule fois des petits événements, des petites choses qu'on a aujourd'hui, mais qu'on pourrait perdre demain.
Oui, alors, par rapport à ta question sur la famille, c'est vrai que je trouve que c'est un objet dramaturgique génial, une famille. C'est passionnant. Enfin, ça, on le sait depuis l'aube de la littérature, hein. Toutes les grandes histoires, c'est souvent des histoires de famille, quoi. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est cet endroit paradoxal, la famille, cet endroit qui est l'endroit à la fois le plus merveilleux, le plus doux, le plus rassurant du monde, l'endroit d'où on vient, l'endroit où sont nos souvenirs les plus profonds, nos souvenirs d'enfance, où on a grandi, là où on s'est construit. Et puis à côté de ça, la famille, c'est aussi l'endroit qui peut nous avoir détruits, abîmés, violentés, brutalisés. Donc il y a ce contraste-là dans la famille. C'est cet endroit qu'on veut à la fois quitter à toutes jambes, retrouver, fuir. C'est un endroit qui nous construit, mais d'où il faut duquel on doit survivre. C'est cet endroit, un endroit particulier. Voilà, c'est un endroit qui nous résume aussi. C'est l'endroit où, au niveau émotionnel, on est le plus mis à nu, hein. Euh, nos colères, quelquefois exagérées, nos jalousies, nos désirs, nos aspects les plus pitoyables ou les plus glorieux, c'est en famille qui se révèlent. Et donc, voilà, c'est pour ça, je pense que beaucoup de mes histoires, finalement, c'est des histoires de famille. Manuel de survie, c'est une famille de loups. Euh, Feel Good, c'est la reconstruction d'une famille. Le sang des bêtes, c'est l'irruption d'un élément perturbateur dans une famille qui ne fonctionne pas bien. Et puis, ici, Rocky, c'est comment une famille se délite et puis se retrouve. Effectivement, je pense, en tout cas dans Rocky, ça m'est apparu à mes yeux plus clairement. J'ai vraiment voulu montrer à la fois les forces centripètes et centrifuges de la famille. Voilà, ce qui les pousse à se séparer et puis ce qui les pousse à se retrouver. Le contraste entre la détestation profonde qui peut exister quelquefois et puis l'amour fondamental qui rassemble. Voilà. Et, et les petites choses, effectivement, les petites choses qu'on peut être amené à, à perdre au-delà des événements mondiaux, comme être dans une foule, etc., etc. Je pense que plus fondamentalement, c'est le lien familial. Euh, c'est le lien avec un parent, le lien avec un enfant. Voilà, les parents meurent, en fait. C'est atroce de se le dire. À nos propres parents, voilà, vous en avez peut-être perdu parmi vous. Euh, les enfants aussi, peut-être. Enfin voilà, c'est des choses. Et ça va plus vite qu'on ne pense. Voilà. J'ai vécu quelques décès là cette année-ci, et c'est tellement étrange, hein, la disparition des gens qu'on aime, qu'un jour ils sont là, puis un jour ils ne le sont plus. Des gens, et puis on se rend compte qu'on les a pas assez vus, qu'on les a pas assez écoutés, qu'on leur a pas assez parlé, et puis c'est fini, c'est trop tard. Voilà, il y avait cette idée de trop tard aussi dans Rocky. Isabelle, tu mets en scène des personnages et justement comment dire, tu mets le doute, tu instilles le doute dès le début sur ces personnages que sont le chat, la femme girafe, le chien et même le fantôme du marin mort. Mais j'aimerais que tu nous parles de cette volonté de mettre le doute dans la tête du lecteur, justement, comme si nous étions aussi dans une sorte de réalité, on va dire, flottante, une réalité un peu onirique, une réalité un peu différente. Cette volonté-là, elle est aussi pour perdre le lecteur. Tu joues comme Thomas tout à l'heure, tu joues avec le lecteur aussi. Est-ce que c'est une volonté aussi de tromper l'ennui du lecteur? Peut-être pas tromper l'ennui, mais susciter l'imaginaire, susciter la curiosité. C'est vrai que j'ai écrit Rouge Western en laissant, je dirais, en laissant les contours flous de certains personnages. Je parle du chat, mais je décris un chat, mais on peut douter. Peut-être c'est un humain néanmoins. Et j'ai vraiment volontairement laissé des trous pour l'interprétation même des spectateurs, enfin des spectateurs, ça y est, des lecteurs et des lectrices. Et parce que c'est un roman, j'aime bien les univers flottants,
des univers troublants, comme ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette région d'Espagne qui oscille entre fiction et réel. Et c'est une zone qui m'intéresse en fait. Et toutes mes créations, même de spectacles, sont des univers flottants où les et oui, je navigue dans une espèce de trouble. Euh, j'aime bien créer ces univers-là et embarquer les lecteurs et lectrices dans ces univers-là. Où finalement, il a du boulot. Son imaginaire a du boulot. Thomas, j'aimerais bien t'entendre là-dessus aussi sur le fait de. J'ai cru lire à un moment donné dans une de tes interviews que euh, tu ne souhaitais jamais que justement un lecteur s'ennuie devant ton livre. Comment tu réussis aussi cette prouesse-là? Parce qu'en effet, parfois quand je lis tes livres, j'ai l'impression qu'en réalité, il s'est passé peut-être 20 minutes, alors que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que le temps défile très vite sur tes pages, et ça, c'est quand même une prouesse assez forte, alors que ce n'est pas un thriller. On ne peut pas parler de thriller, je ne pense pas. Mais dans la matière littéraire, dans la matière romanesque, tu as cette prouesse-là aussi de faire une sorte de bulle quand on te lit, où le temps passe très très vite. Est-ce qu'il y a des mécanismes que tu utilises? Est-ce qu'il y a comment dire, je sais pas, des astuces particulières pour certains auteurs? Oui, bah, écoute, merci ça me fait plaisir ce que tu dis. Effectivement, moi j'ai cette phrase fétiche qui est punaisée dans ma chambre, la phrase du dramaturge Peter Brook, hein, le diable c'est l'ennui. Voilà. Euh, tu peux, tu peux faire ce que tu veux au théâtre, ce que tu veux en littérature, toutes les expérimentations, tous les objets les plus étranges, les plus bizarres, les plus extrêmes ou pas, ou les plus classiques, peu importe. Tout est autorisé, sauf ennuyer ton lecteur, ton spectateur, parce que sinon, voilà, je sais pas très bien ce qu'on fait. Enfin, l'ennui, c'est un poison, quoi. Euh, alors, comment je fais? J'en sais rien, en fait. En fait, tu sais, c'est un métier qui est vraiment très artisanal. C'est-à-dire, tu bricoles ton histoire, tu vas un peu à l'intuition, tu essaies de te mettre à la place du lecteur. Il faut un peu s'oublier soi-même en tant qu'auteur. Il faut essayer de se dire, tiens, est-ce que mon lecteur sait ce que je lui raconte? Est-ce qu'il comprend où il est? Est-ce qu'il y a un lien entre lui et le protagoniste? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a faim comme lui? Est-ce qu'il a envie? Est-ce que c'est une histoire qu'on a envie de continuer? Voilà, il y a pas de truc, il n'y a pas de technique, il n'y a pas d'astuce. Il y a seulement, je pense, le souci fraternel du lecteur, de la lectrice, avoir envie de l'emmener avec toi et essayer d'avoir de manière intuitive euh, la notion de ce qui se passe dans l'esprit, dans un esprit qui n'est pas le tien. Voilà, l'esprit de quelqu'un qui lit ton livre. Voilà, ça implique de couper des choses, même si tu te dis, tiens, ça c'est une chouette petite page, mais en fait elle sert à rien, cette page. Bah voilà, je la vire. Euh, c'est Calvino qui dit, hein, tout ce qui se trouve tout doit avoir une fonction utile au récit. Voilà, tout doit avoir une fonction utile au récit. Il n'y a pas de branche morte dans ton récit. Quand tu écris, il y a souvent la tentation de se faire plaisir parce que tu as envie de faire une description comme ceci ou comme cela. Tu sais qu'elle va être bien et jolie. Tu te fais plaisir, voilà. Tu sais que tu vas en mettre un peu, tu vas un peu épater la galerie, mais en fait, ça sert pas le récit. Donc, si ça sert pas le récit, c'est une branche morte, c'est une métastase, quoi. Ça sert à rien, il faut l'enlever. Et voilà. Donc, il faut être un peu rigoureux, quoi. Voilà. Et notamment sur le rythme, on t'a entendu tout à l'heure lire et tu faisais des grands gestes comme si tu slamais, comme si tu scandais des mots. Donc je pense que le rythme aussi a un rôle fondateur aussi dans ton écriture. J'ai l'impression. Absolument. Oui, oui, voilà, absolument. Bah, le rythme, c'est vraiment la houle du roman, quoi. C'est le rythme profond. Et imagine un morceau de musique sans une petite ligne de basse, que ce soit en musique baroque ou en rock ou en jazz. Ça marche bien quand la basse arrive dans un morceau, tu vois. C'est un truc qui vient structurer tout ça. C'est l'instrument avec lequel tu rentres en écho, quoi. Et j'ai besoin de ma petite ligne de basse dans un roman, quoi. Et pour une dernière question, je te cite, pour en revenir à la question familiale,
la catastrophe n'avait pas transformé la famille, elle n'avait fait qu'en révéler la vérité. Est-ce que finalement, il faut cet élément perturbateur pour que la vérité éclate dans la sphère familiale? Ah, écoute, j'en sais rien maintenant. Euh, je sais même pas si s'il y a des vérités dans les familles. Je pense que les familles, c'est souvent des objets dynamiques, donc qui se déséquilibrent. Et tu sais ce qu'on dit en physique, hein, tout corps en déséquilibre tend à retrouver un nouvel équilibre, quoi. Donc voilà, on est toujours dans une famille, soit dans des états de déséquilibre, soit des états d'équilibre, et souvent des états transitoires. Et Rocky, c'est l'histoire d'un état transitoire qui cherche à trouver un nouvel équilibre. Voilà. Les vérités sont variables dans une famille. Il n'y a pas une vérité familiale. Il y a plein de points de vue différents sur une histoire familiale. Dans l'histoire de Rocky, il y a le point de vue du père, de la mère, des ados. Chacun a son point de vue différent. Mais par contre, ils ont besoin d'un équilibre commun. Ça, c'est important. Cet équilibre commun, c'est pas la même chose qu'une vérité. C'est peut-être simplement un modus vivendi, quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Et ce qui est indispensable aussi, c'est que dans ce quelque chose dans lequel tout le monde est d'accord, il existe peut-être simplement ce qu'on pourrait appeler la bienveillance. Voilà. On arrête de se détester et on finit par considérer que ce que représente l'autre, même si c'est très différent de ce que nous sommes, est digne d'intérêt et mérite qu'on en prenne soin. Voilà. Et j'ai une dernière question pour Isabelle. J'aimerais que, Isabelle, est-ce que finalement ce ne serait pas un roman vengeur? Est-ce que ce ne serait pas un roman où le désert serait le lieu d'une révélation, de la révélation? Est-ce que la notion désertique aussi fait partie du cheminement de votre plume en tant qu'autrice? J'aimerais que vous nous parliez de cela, de ce lieu particulier qui n'est pas, qui est quasiment onirique là aussi, mais est-ce que le désert a une fonction aussi particulière? Et la deuxième question étant sur la vengeance, sur le rôle de la vengeance aussi en tant qu'auteur. Est-ce qu'on se fait plaisir aussi? Est-ce qu'on règle des comptes sous forme romanesque avec certaines allégories, certaines métaphores, mais est-ce qu'il y a des choses secrètes, entre guillemets, dans ce récit-là, dans ce roman-là? Des choses plus Alors, peut-être je peux te répondre d'abord à cette question. Alors, en effet, c'est un roman, on pourrait dire que c'est un roman qui dit non aux violences sexuelles, qui dit stop aux violences sexuelles, et qui est une forme de vengeance. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais on voit des personnages qui se lancent dans une espèce de vendetta, de vengeance et de complot, de meurtre, carrément à l'arme blanche contre un homme abuseur. Et alors, pour ma part, c'est à la fois, il ne s'agit pas de mon histoire personnelle que je veux mettre en mots sous forme d'allégorie, mais j'y vois euh, mon, mon nom profond à ces situations que souvent nous, hommes aussi, mais femmes, avons à traverser, ces mauvaises rencontres, ces prises de pouvoir sur nos corps qu'on peut rencontrer à, à chaque âge de notre vie. Moi, j'ai eu peur dans mes cours de récré, j'ai toujours peur dans la rue, j'ai eu peur en famille, j'ai eu peur et de certains employeurs. C'est quand même une vie étrange qu'on a à mener, nous, les femmes. Et puis, un peu plus tard, quand on est plus âgé, on, on subit certaines remarques sexistes à propos de nos corps qui se transforment, que ce soit de la ménopause, de ceci, de cela. C'est vraiment, quand on fait le bilan, quand je fais le bilan, je trouve que c'est un constat qui est tellement lourd. Pourquoi on a à subir ça? Et voilà, oui, donc, c'est très, j'écris ce roman en jubilant, puisque j'assassine le patriarcat avec beaucoup d'humour et avec beaucoup de joie, mais ouais, peut-être dans ce roman, il y a une forme d'incitation pas au meurtre évidemment, mais à une forme de révolte joyeuse
et joyeuse et une forme de révolution en dansant peut-être. Ouais, voilà, voilà. Ça, c'est ma première réponse. Et quant au désert, mais c'est un endroit, mais c'est vrai, c'est un endroit. Mais le voyage, je trouve, le voyage est un endroit de la révélation, je trouve. Comment j'ai été amenée à voyager beaucoup de par mon métier, de par mon goût aussi du voyage. Et c'est des moments où finalement on est très seul, confronté à soi-même en fait, à ses propres limites, à sa propre histoire. Et souvent en voyage, j'ai été, comment dire, rattrapée par moi-même, par mon passé, par mon histoire, et alors que je suis dans un contexte, je suis plongée dans un contexte tout à fait différent. Et là, pour Vanina, le désert est en effet un endroit de la révélation. Euh, et puisqu'elle se rend compte elle prend conscience, enfin, qu'elle a été abusée à une époque de sa vie et qu'elle ne s'en était pas vraiment rendu compte, qu'elle avait occulté ça ou qu'elle ne l'avait pas compris comme ça. Et ouais, c'est intéressant le désert. C'est très intéressant le désert. Euh, pour Et tout ça, selon tous les sens, en tout cas, selon même toutes les étymologies, parce que ça peut être considéré comme un désert de la parole. oui, 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 et du silence et, euh, et de la prise de parole. Oui, c'est aussi un endroit extrême, puisque dans le désert, on ne peut pas bouger longtemps, on ne peut pas marcher longtemps. Physiquement, c'est un endroit où le corps est confronté à ses propres limites et à sa propre vulnérabilité. Merci. Alors, je ne sais pas si certains ont d'autres questions à poser, mais c'est le moment. Sinon, on va vous remercier tous les deux, bien entendu. Merci infiniment pour vos mots, mais surtout aussi pour vos romans et futures adaptations. Je suis persuadé que ça va être de très, très belles choses. Ce vont être de très belles choses, que ce soit au cinéma ou au théâtre ou en musique. Je suis persuadé que ce sera des choses différentes qui reviendront vers le phénomène principal qu'est le roman. On vous souhaite le meilleur à tous les deux et une très longue vie aux deux romans, aux deux textes que vous nous avez proposés qui sont tout simplement si singuliers et si talentueux. Merci à tous les deux. Merci beaucoup de l'invitation, Merci c'était super. Anthony, oui, c'est super. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, c'est super. C'est dingue hein, qu'on puisse se rencontrer. J'adore. Merci. J'adore. Isabelle. Merci à tous les deux. Et Marion, je Merci ne sais pas Marion. si elle est encore là. Si tu veux rajouter un mot, tu peux, évidemment. Merci à tous, hein, c'est toujours formidable. C'est un espace où il y a des choses qui me disent qui me font rougir jusqu'aux oreilles, mais un espace de sincérité en littérature qui est très précieux, hein, qui est très rare. Et oui, non, il y a tellement de choses qui sont dites sur ces deux beaux livres. Mais voilà, mais quand même, ce que je me disais en écoutant vos conclusions à Thomas et Isabelle, c'est que le livre d'Isabelle, c'est vrai qu'il est absolument libératoire pour toute femme, jubilatoire, mais libératoire, vraiment, comme Vanina. C'est-à-dire que le simple fait de penser, Vanina, il y a un meurtre qui est plutôt fantasmé que réel, mais le simple fait de dire qu'on va tuer le patriarcat, je pense que ça fait du bien à toutes les femmes lectrices ou personnages de ce livre. Et c'est vrai que je n'avais pas vu à ce point à quel point c'est un livre qui est très libératoire parce que justement, elle se dit qu'elle a le droit d'aller tuer le patriarcat. Puis vous n'avez qu'à le lire pour voir comment ça finit dans un énorme éclat de rire. Et Thomas, ouais, c'est un roman qui est très nécessaire aujourd'hui parce qu'il conjure plein de choses et il alerte sur plein de choses et il est plein d'amour. Ce que vous avez pu voir, même si Thomas il peut être assez pessimiste. Hein. Je crois que tu as dit sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps que dans ce monde pourri, tu avais lu au moins un truc bien, je sais plus. Mais derrière cette conscience du malheur possible, il y a une humanité une capacité à aimer des personnages qu'au début on déteste. C'est une souvent des livres de Thomas qui nous fait aimer toute l'humanité, quelle qu'elle soit. Donc c'est bon, c'est une sacrée fierté de vous publier tous les deux et je vous remercie beaucoup de votre confiance.
Merci Marion. Merci Anthony de ces Merci moments. Marion. Merci à tous. Au revoir tout le Merci monde. tout le monde. Au revoir. Merci mille fois. Salut Anthony, merci. Salut Merci, Isabelle. merci. Tout le monde.